Parfait, eh bien, rebonjour à tous et ravi de vous retrouver sur cette cinquième et dernière table ronde. Merci pour votre assiduité. Le compteur que j'ai sous les yeux montre que vous êtes toujours nombreux à vous suivre et je comprends vu l'intérêt de ce salon. Cette dernière table ronde a pour thème intégrer l'impression 3D à l'hôpital opportunité et challenge. C'est vrai que le fameux adage qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même peut-il s'appliquer dans le cadre de l'impression 3D? Est-ce qu'il est préférable et surtout possible d'être équipé dans son hôpital, dans son service? Quels peuvent en être les avantages, les inconvénients, voire les freins? Eh bien, nous allons savoir avec nos trois experts. Roman Consari, bonjour. Très bien. Voilà, Roman Consari, vous êtes chirurgien donc crânio-facial à l'hôpital Necker Enfants Malades, maître de conférences à l'Université de Paris et directeur du laboratoire Forme et Croissance du crâne. Professeur Narcisse Sventienga, bonjour. 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 Vous êtes chirurgien maxillofacial et chef de service au CHU de Dijon. On va voir que vous avez un sacré parcours. Et enfin, Pierre Cerveau, bonjour. Là, on n'a pas votre micro, vous ne l'avez pas ouvert, mais ce n'est pas grave. Vous êtes donc, vous travaillez au laboratoire Formlabs. Alors, on va commencer avec Roman Consari. Roman, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah, très très bien. Donc voilà, donc on va commencer par vous. Alors vous avez créé une plateforme hallucinante pendant cette crise Covid. Oui, alors au début de la première vague, en fait, on a proposé à la direction de la PHP de mettre en place une structure interne de production, donc au sein des hôpitaux donc la PHP, ça représente 39 hôpitaux, c'est le plus grand groupe hospitalier d'Europe en taille, et donc ça couvre toute la région parisienne, quasiment 15 millions de personnes. Et au début de la crise du Covid, il y avait certains dispositifs qui étaient en tension, notamment les dispositifs de protection. Ah oui, donc ça c'est la présentation. Ouais. Donc il y avait, on peut mettre la première diapositive. Ouais. Je ne sais pas si j'ai accès ou pas au déroulement, mais on peut mettre la suivante. Ah oui, si. Donc on peut mettre, oui, il y a certains dispositifs qui étaient en tension, et notamment les équipements de protection. Et donc, on a proposé à l'assistance publique, c'est les images que vous voyez à droite, d'installer une sorte de ferme interne de production avec 60 machines professionnelles Stratasys FDM, donc dépôt de fil, au cœur d'un hôpital. Au début, on a commencé avec des dispositifs un peu anecdotiques en collaboration avec une start-up parisienne qui s'appelle Bone 3D, que vous connaissez sûrement. Puis petit à petit, on a développé un projet plus construit. On a installé cette ferme et avec ce partenariat public-privé avec cette start-up Bone 3D, on a mis en place une sorte de comptoir au sein de l'hôpital où les médecins, les soignants, les infirmières, les kinés, les aides-soignants, enfin tout le personnel de la paix pouvait venir interagir avec les ingénieurs de Bone 3D et rapidement développer des dispositifs qui étaient pertinents pour la crise Covid. Après, on en parlera sûrement. Roman, qui a financé cette gigantesque ferme? La plus grande du monde, d'ailleurs. L'ensemble a été financé par du privé, donc par un groupe de luxe français qui a donné à la PHP le budget suffisant pour l'achat des machines, pour payer les ingénieurs pour interagir avec les médecins et pour les matières premières. Et donc, effectivement, c'est la plus grande concentration de machines 3D au sein d'une structure hospitalo-universitaire. Vous avez d'autres slides, non? C'est la seule? Oui, il y a d'autres slides, oui, bien sûr. Allez-y. Alors, je ne sais pas si j'ai accès pour passer les slides, en fait, moi. Voilà. Voilà. Alors, ça a été une aventure assez intéressante parce qu'en fait, c'est une preuve de concept. Il y avait deux choses qui étaient nouvelles. C'était l'installation rapide en à peu près une semaine de cette structure de production au sein d'un hôpital dans un lieu qui n'était pas fait pour ça à la base. Vous avez vu sur les photos, c'était dans une église. Donc, c'était pas un lieu qui était construit pour ça. Donc, on a pu expérimenter la possibilité d'installer ces machines qui sont finalement très souples dans un lieu qui n'était pas fait pour ça. Et puis l'autre chose qui était très intéressante, c'est l'illustration de l'intérêt d'une telle plateforme au sein d'une structure hospitalière. À gauche, vous voyez le camembert avec plein de couleurs là. C'est toutes les différentes équipes avec qui on a interagi au sein de la PHP. Et en bas, vous voyez un plan de Paris avec la dispersion des équipes avec qui on a travaillé. Donc, on a travaillé avec quasiment l'ensemble des hôpitaux de notre institution et avec une très grande diversité de partenaires. Et ce qui est intéressant, les trois courbes à droite,
c'est qu'au départ, on a commencé avec un focus sur les dispositifs de protection individuelle. C'est pour ça que la ferme a été créée. Et après, petit à petit, non seulement on en a produit suffisamment pour répondre à la demande, mais surtout, il y a d'autres demandes qui ont émergé au sein de l'AP, notamment des dispositifs médicaux, des dispositifs qui étaient utiles aux médecins, mais qui n'avaient pas le qualificatif dispositif médical, comme par exemple des objets pour les ergothérapeutes, des objets pour installer les patients dans les appareils de radio. Et puis surtout, on s'est intégré au cœur de la vie de l'AP et on a commencé à produire toutes sortes de dispositifs de maintenance qui allaient de choses très triviales, par exemple des pièces cassées dans des imprimantes, jusqu'à des choses un peu plus compliquées, des objets qui n'existent pas, mais dont les gens avaient besoin au jour le jour, comme des objets. Donc, loin quand même de votre spécialité. C'est ça. En fait, on s'est aperçu que positionner une structure de production 3D au sein d'un hôpital avec des ingénieurs pour faire de la production rapide, des ingénieurs qualifiés. Bone 3D, c'est beaucoup d'ingénieurs qui sont docteurs en biomécanique, donc ils comprennent bien les problématiques que leur exposent les médecins. Donc, avoir ce type d'ingénieur haut de gamme au sein d'une structure hospitalière, ça permet de répondre vraiment à une demande qui était réelle et qui est largement dépassée non seulement ma spécialité, mais aussi le cadre du Covid. Donc, si vous mettez la diapositive suivante, vous verrez, on a produit vraiment toutes sortes de choses. Donc, il y a 6 grandes catégories. Il y a les dispositifs pour les médecins non médicaux, c'est au milieu de la ligne du haut. Les dispositifs de protection, c'est en haut à droite. Tout ce qui est maintenance, c'est en bas à gauche. On a aussi fait beaucoup de choses pour l'éducation, parce que la PHP, c'est hospitalo-universitaire, donc on a fait des modèles anatomiques. En bas à droite, on a même fait des projets artistiques avec des artistes qui voulaient travailler sur le Covid. Et le seul point vraiment compliqué, et là où il y a eu un échec relatif, c'est tout ce qui est dispositif médical. Ça, dans une plateforme mise en place en urgence dans le cadre de la crise du Covid, on n'a pas encore franchi les étapes pour produire vraiment ce qui est dispositif médical, mais on y travaille. Donc, juste pour finir, je peux vous dire 2 derniers mots avec la diapositive suivante. Cette expérience, oui, et donc ce modèle a été vraiment un modèle pionnier. Donc, il va être reproduit dans plusieurs pays, notamment on a un projet avec l'Afrique et on va probablement installer une plateforme un peu équivalente en RDC à Kinshasa, qui est une ville de 15 millions d'habitants où il y a des besoins sanitaires importants. Et juste à droite, donc notre expérience a permis de définir quelques principes qui, à mon avis, gouverne l'intégration de ces plateformes au sein des hôpitaux. Le premier, c'est d'avoir un lieu centralisé avec des ingénieurs vraiment haut de gamme qui interagissent avec les médecins et avec les soignants en général pour faire de l'innovation rapide. Le deuxième, c'est que ça repose sur un binôme entre un soignant et un ingénieur, avec en plus quelqu'un qui s'y connaît en réglementation, quelqu'un qui gère la logistique et quelqu'un qui gère la propriété intellectuelle, donc 3 personnes en plus du binôme. Ça repose surtout sur des liens entre public et privé, parce que la compétence en impression 3D, elle est dans le privé aujourd'hui, elle n'est pas dans l'académique et dans le public, en tout cas pas pour la production rapide. Il y a plusieurs types d'objets qu'on peut produire, ce qu'on vient de voir à la diapositive précédente. Ça s'intègre dans un univers académique, on peut faire des modèles pour les étudiants, on peut faire des simulateurs, et puis c'est une grande source de valorisation, aussi bien pour ce qu'on produit comme objet, mais aussi pour le concept lui-même, qui va être reproduit dans le concept qu'on a mis en place, qui va être reproduit. Donc voilà, ça c'est la conclusion de ce qu'on a fait à la PHP. Et maintenant, dans l'avenir, on est dans une phase d'essayer de convaincre l'institution sur la base de ce qu'on a fait, que c'est important tout ça d'avoir une telle structure au sein d'un grand groupe comme la PHP. Mais là, je vous avoue que c'est la partie la plus difficile de tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est d'arriver à pérenniser cette structure au sein de la PHP. Alors, voilà, c'est vrai que c'est assez paradoxal, voire aberrant, mais on est habitué du public. Très bizarrement, la PHP ne veut plus de ces machines, de ces imprimantes. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un financement qui est entièrement privé pour l'instant, et pour la suite, on a aussi des bonnes pistes pour avoir du mécénat, pour ne pas utiliser d'argent public pour ce projet. Donc ça, c'est déjà très positif, parce que surtout dans cette période actuelle, on n'a pas envie d'utiliser de l'argent public pour un projet qui est certes très innovant, très intéressant, mais qui n'est pas, par exemple, directement lié aux politiques de vaccination. Enfin, c'est peut-être pas le moment. Donc, en tout cas, c'est entièrement financé par le mécénat. Mais c'est vrai qu'au sein d'un grand groupe comme ça, pour l'instant, je suis encore dans une phase où, malgré tout ce qu'on a fait et les réussites qu'on a eues, je suis encore dans une phase où je vais essayer de convaincre la hiérarchie de la PHP de l'importance d'avoir une structure de production au cœur des hôpitaux universitaires de la PHP. Parce que
je pense que la preuve de concept qu'on a fait a montré que ça répondait à une vraie demande et que ça permettait de faire de l'innovation accélérée. Et beaucoup de médecins qui ont travaillé avec nous, beaucoup de soignants qui ont travaillé avec nous, pour eux, c'était un rêve, quoi. Ils venaient avec une idée, ils travaillaient avec les ingénieurs et 24 heures, 48 heures, 3 jours après, ils repartaient avec leur prototype. Bon, ben, on Donc, espère c'était vraiment, on espère que la PHP va, vous allez lui faire entendre raison et qu'elle va garder cette incroyable ferme. Pour revenir à votre service, vous travaillez avec combien d'imprimantes dans votre service? alors, au sein du service, on a une imprimante pour faire des modèles anatomiques qui est une Stratasys Polyjet. Et on a 2 imprimantes Form 3 de chez Formlabs pour faire tout ce qui est gouttière et guide de coupe et ça. Donc, on n'a pas d'imprimantes comme celle de la plateforme qui sont des FDM et qu'on avait choisi au départ parce que c'est une technologie fiable et qui n'a pas beaucoup de maintenance et qui dégage pas de produits toxiques, qui ne nécessite pas de manipulation complexe, donc qui était bien adapté à être mise dans un lieu qui n'est pas à la base fait pour ça et faire de la production rapide en réponse à une crise. D'accord. On a parlé aussi ce matin du réglementaire Oui, qui freine un petit peu vos objectifs, non? Surtout la réglementation oui. européenne. Le réglementaire est très complexe, surtout le 2017-745 qui va arriver bientôt. C'est une réglementation complexe, mais qui n'est pas insurmontable. Donc, c'est tout à fait possible de mettre ça en place au sein des hôpitaux. Ça, tout le monde s'en rend bien compte. Donc, moi, je travaille beaucoup à mettre ça en place déjà au sein de l'hôpital Necker pour la petite production de la maxillofaciale. Et puis, j'espère que la plateforme qu'on va déployer au sein de l'AP j'espère, on va faire en sorte qu'elle soit conforme à cette réglementation et qu'on puisse aussi produire des dispositifs médicaux sur mesure au départ. Et puis même, pourquoi pas envisager une production de certaines choses en petite série en interne, ce qui est tout à fait, enfin, c'est pas irréaliste maintenant de mettre en place ce type de projet. Très bien, donc on va passer au professeur Narcisse Zentianga, qui m'a l'air au téléphone. Est-ce que vous avez ouvert votre micro? Narcisse, vous nous entendez? Il faudrait ouvrir votre micro. Ouvrez le micro. Je vous entends, j'étais avec, Ah, parfait. avec Parfait. Alors Alexandre. donc vous, J'ai des soucis pour partager mon écran. d'accord. Donc vous êtes, C'est pour cela, excusez-moi. Hein. oui, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes donc vous êtes donc chef de service chirurgie plastique et reconstruction. Vous avez effectivement un parcours incroyable. Vous êtes né au Burkina Faso. Oui, tout à Vous fait. avez fait vos études secondaires et ensuite vous arrivez en France à Bordeaux. Tout à fait. J'ai fait donc mes études à Bordeaux. J'ai passé le concours d'internat. Après, j'étais chef de clinique, puis praticien hospitalier. Et ça fait 11 ans que je suis à Dijon maintenant. Et depuis 10 ans, vous êtes professeur des chefs de service à Dijon. Tout à fait. Vous faites aussi beaucoup d'humanitaire. Oui, oui, depuis plusieurs années maintenant. Depuis le début des années 2000. Donc, j'ai fait plusieurs pays comme l'Éthiopie, le Nigeria, le Burkina Faso. D'accord. Et donc vous êtes évidemment, on vous entend pas très très bien. Peut-être que vous pourriez lever le son ou vous rapprocher du micro. Oui, vous Ah m'entendez voilà, c'est mieux? mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Oui, donc évidemment, vous aussi, vous utilisez l'impression 3D. Dans quel domaine précisément? Alors, on utilise en fait l'impression 3D dans plusieurs domaines chirurgicaux, hein. En chirurgie maxillofaciale, dans la chirurgie reconstructrice aussi, mais on collabore aussi avec nos collègues en orthopédie et dans le service, on fait aussi la chirurgie de la main. D'accord. Vos imprimantes donc vous servent quoi? Elles vous servent évidemment. J'imagine que c'est utile. On a passé la journée à le dire. Elles vous servent à imprimer les guides. Elles vous servent à imprimer des prothèses. Elles nous servent à plutôt imprimer des guides ou des modèles, mais Mhm. pas de prothèses. Pas de prothèses parce que compte tenu de la législation, on ne peut rien faire. Et puis, de toutes les façons, on n'a pas d'imprimante en titane, hein, ça coûte trop cher. Mhm. Voilà. Donc vous faites à peu près vous utilisez combien de fois l'imprimante par mois dans votre service? Autant au début, on l'utilisait pour très régulièrement, autant maintenant, on est plutôt passé à 2, 3 cas par mois. En fait, ce sont les cas Mhm. vraiment complexes, hein, Ouais. Vous l'utilisez vraiment que pour les cas complexes? tout à fait.
Oui. Et vous avez une seule imprimante dans votre service ou vous avez quel type d'imprimante? On a les premières, c'était les MakerBot. Puis maintenant, Oui. on a Synthéric qui coûte assez Oui. cher, à peu près dans les 22 000, 23 000 euros. Mhm. Alors, que pensez-vous aussi des biomatériaux? Mais bien sûr, c'est l'avenir. Mhm. Parce que, bon, j'entends beaucoup parler d'implants en titane, mais c'est évident que la médecine régénérative est l'avenir. C'est-à-dire le Mhm. fait de reproduire la partie que l'on va reconstruire, qui va en fait remplacer et l'anatomie et assumer la fonction derrière. Mhm. Et l'imprimante 3D va jouer en fait un rôle dans le fait d'imprimer sur mesure l'échafaudage, ce qu'on appelle le scaffold. Mais Mhm. le scaffold va servir donc de terrain de repousse pour pour les cellules que l'on va cultiver. Donc ça permettra Mhm. de créer de l'os ou du cartilage ou des nerfs ou des tissus Ou de la peau? ou de la peau. Mhm. Et Donc, oui. enfin, quand on parle de peau, bon, il y a les trois couches, mais la peau, c'est un peu plus spécial. En fait, on peut faire simplement de la culture cellulaire sans que ce soit en 3D. Mhm. Mais pourtant, dans la chirurgie, je veux dire, de la face, la chirurgie esthétique, de reconstruction, ça peut être utile, non, de créer donc du tissu, d'imprimer du tissu cellulaire ou pas? Mais bien sûr, mais Mhm. disons que l'idéal, c'est quand même de pouvoir créer plusieurs tissus en même temps Mhm. et qui soient des tissus qui peuvent recevoir de l'oxygène, donc des tissus vascularisés. Oui. Voilà. Et est-ce que, Et c'est en dites-moi. cours, tout cela. Mhm. Donc, vos projets donc, en Afrique, ils concernent aussi l'impression 3D ou pas? Oui, mais bien sûr. Alors, Mhm. c'est autre chose encore, c'est-à-dire que on va plutôt utiliser les premières imprimantes 3D qu'on a, qui coûtent pas cher, qui pèsent pas lourd, et on va pouvoir faire des impressions Mhm. pour de la pédagogie, on a fait une impression, par exemple, pour remplacer un patient, enfin, le Mhm. membre d'un patient qui avait été amputé. Mais enfin bon, c'est vraiment assez rudimentaire. Mais Mhm. l'impression 3D aide surtout les jeunes chirurgiens que l'on forme au Burkina Faso à mieux appréhender l'anatomie, à voir bien les choses. Mhm. Oui. Roman Consari, évidemment, l'impression 3D, elle sert aussi à former les étudiants, former les médecins. Elle est utile dans la simulation, dans le. Oui, alors il y a plusieurs niveaux pour le monde de la pédagogie avec l'impression 3D. Elle peut servir à interagir avec les patients et les enfants, par exemple, en leur montrant des modèles simplifiés, par exemple, de certaines interventions. Ça a été démontré qu'en chirurgie cardiaque, par exemple, des malformations cardiaques, ça diminue beaucoup l'angoisse des familles, par exemple, de voir les malformations du cœur qui vont être réparées. C'est un peu abstrait quand on montre ça sur des échographies. Après, on peut utiliser ça pour l'enseignement des étudiants en médecine à différents niveaux. Premier cycle et deuxième cycle pour l'anatomie, la sémiologie simple. Là, par exemple, on a mis en place plusieurs simulateurs à l'Université de Paris pour examiner les tympans, pour examiner les mouvements des yeux. Tout ça, on peut le faire de manière assez fluide avec l'impression 3D. On peut aussi aller plus loin et faire de la formation continue plus avancée pour le troisième cycle. Et puis, on peut faire des simulateurs pour les chirurgiens, c'est-à-dire des choses de plus en plus réalistes. Et par exemple, avec des imprimantes PolyJet, qui sont une des technologies les plus avancées actuellement pour faire des mélanges de différents types de résines. On peut simuler la peau, on peut simuler le tissu sous-cutané, on peut faire des incisions qui sont assez réalistes, on peut même faire des modèles avec la gencive, l'os en dessous, les dents, enfin, on peut aller très très loin là. Donc on peut arriver dans un contexte un peu général de diminution de l'accès aux cadavres, surtout à Paris avec le scandale qu'il y a eu, que vous connaissez tous, au Saint-Père. On a beaucoup moins accès pour les étudiants à des dissections. Et donc, on peut tenter de remplacer ça, au moins partiellement, par des modèles de plus en plus réalistes. Donc, c'est très prometteur. Et plus ça avance, et la réussite de ces modèles, elle repose en grande partie, bien sûr, sur le travail des ingénieurs, mais aussi sur un investissement progressif des médecins, parce que c'est eux qui les conçoivent. Donc, plus ça devient populaire,
plus il y a différentes spécialités qui vont s'y mettre. Et là, on aura, dans les années à venir, on a une grande diversité de modèles dans plein de spécialités qui vont apparaître. Ça va être vraiment très, très intéressant. Narcisse, est-ce qu'on peut imaginer que les professionnels dans leur cabinet, le médecin, puissent avoir accès à une imprimante 3D? Ah ben, bien sûr, tout à fait. Alors, pour le médecin généraliste, je ne vois pas pour l'instant trop d'indications, mais par rapport aux spécialistes, c'est possible, bien sûr, Ouais. d'avoir une imprimante 3D qui va montrer l'anatomie. En fait, lorsque le médecin va recevoir le scanner, il pourra éventuellement, à partir des données du scanner, faire une impression avant la consultation et puis montrer au patient ce qu'il va faire. Tout. En fait, ce que disait Roman, il a tout à fait raison. En fait, au fur et à mesure, il va y avoir en fait une séparation entre la pédagogie de tout ce qui va être impression 3D, les incisions, le fait d'apprendre aux gens, et puis de l'autre côté, l'impression 3D qui va s'associer en fait avec la médecine régénérative. Qui va faire de telle sorte que on avance beaucoup plus rapidement et qu'on ait des traitements sur mesure, entre guillemets. De toutes les façons, on essaie de faire de telle sorte que chaque traitement soit adapté à chaque patient. Pierre Cerveau, bonjour. Rebonjour. Vous n'avez pas enlevé votre micro. Il faut ouvrir votre micro, sinon on ne vous entend pas. C'est en bas au milieu. Voilà. C'est un petit réglage. Magnifique. Donc vous travaillez dans la société Formlabs, qui est une boîte américaine. Tout à fait. Donc, oui, dites-moi. Donc Formlabs, c'est une boîte qui a été fondée dans les alentours de Boston par des anciens de MIT. Et donc, ce qui se spécialise dans la technologie d'impression SLA, qui était très utilisée dans le domaine médical, notamment pour la création de modèles chirurgicaux et la création de dispositifs médicaux. On a pu le voir vraiment au sein de la crise Covid, notamment parmi les applications les plus médiatisées, la création d'écouvillons pour les tests PCR. Et donc, c'est une idée qui à la base pourrait me surprendre, car un écouvillon n'est normalement pas entièrement en plastique. Néanmoins, c'est un modèle qui a prouvé son efficacité et qui a été développé par l'USF Health aux États-Unis, l'University of South Florida. Et des écouvillons comme ça ont été imprimés à plus de 4 millions dans le monde depuis sur nos imprimantes. Donc, c'est une technologie qui a vraiment fait ses preuves pour compenser les lacunes logistiques qu'on a pu observer l'année dernière au cours de la crise, mais qui continue à être utile dans d'autres circonstances. Donc, je mentionnais tout à l'heure le modèle anatomique, comme on peut le voir ici. La technologie permet vraiment, grâce à la fidélité et la qualité de surface de l'impression, de créer des modèles fidèles et donc qui sont utiles en préparation des chirurgies, que ce soit des modèles rigides en matériaux biocompatibles qui sont utilisables après stérilisation durant la chirurgie, ou alors des modèles souples, comme on peut voir ici, qui peuvent être utilisés pour la formation ou même la préparation après chirurgie. Donc vous avez assisté depuis des années à une explosion de l'impression 3D. On disait à l'époque, vous le disiez vous-même, il y a 30 ans pour les ordinateurs, on pensait que seuls les techniciens pourraient les utiliser. C'est la même chose pour l'impression 3D. Mais je pense que l'adoption de l'impression 3D, notamment dans le domaine médical, a été vraiment favorisée par la création d'imprimantes plus accessibles. Et donc, Formlabs, c'était vraiment la volonté du départ, c'est de rendre l'impression, en ce cas-là, l'impression stéréolithographique, accessible au plus grand nombre. Donc, comme MakerBot à l'époque avec la technologie FDM, Formlabs a essayé de faire en sorte qu'on puisse avoir accès à cette technologie d'impression, non pas à des centaines de milliers d'euros, mais à quelques milliers d'euros.
Vous ne faites pas, d'ailleurs, votre société ne fait pas que du médical. On ne fait pas que du médical, on est présent dans beaucoup de verticales. Le médical est un milieu qui nous intéresse particulièrement ces derniers temps. Une place de plus en plus importante? Tout à fait. On est déjà très présent dans le dentaire. Et donc, on a une gamme vraiment dédiée au niveau des matériaux, donc des matériaux biocompatibles pour des guides chirurgicaux, mais aussi toute une gamme de matériaux pour les prothèses dentaires. Et on développe de plus en plus notre gamme médicale. Donc, on est à l'écoute vraiment du marché pour savoir quelles sont les contraintes, quels sont les besoins en termes de matériaux, en termes de performance d'un patient. Et on essaie de proposer des solutions adaptées. Donc, c'est pas nous qui créons les applications. On est vraiment là pour assister les professionnels du milieu et donc de rester au maximum à leur écoute afin de satisfaire les besoins qui pourraient apparaître à l'avenir. On a parlé d'autonomie dans les services, dans les établissements de santé. Donc, vous diffusez beaucoup d'imprimantes dans les centres hospitaliers, parce que vous n'êtes pas que, évidemment, vous êtes partout sauf en France. Vous n'avez pas de siège en France. Alors, on a un siège européen qui est à Berlin. On ne va pas dire Alexandre Martel, parce qu'il va s'énerver. On ne va pas lui dire. Donc, oui, enfin, vous diffusez donc évidemment dans toute l'Europe, aux États-Unis. Vous équipez beaucoup de centres hospitaliers, de cliniques privées. De plus en plus, oui. Après, il y a quand même des obstacles quelque part à franchir pour vraiment généraliser l'adoption de l'impression 3D dans ce milieu-là. Et je pense que comme dans tout secteur, qui dit impression 3D dit savoir au niveau de la modélisation. Car par exemple, si on prend l'exemple de modèle anatomique, on a en ce moment au sein des hôpitaux les capacités d'obtenir les données qui seront plus tard imprimées via des MRI, via des CT scans. Néanmoins, l'étape intermédiaire entre l'acquisition des données et l'impression reste la plus, on va dire, challenging pour le milieu. Et donc, c'est pour ça nous, on travaille avec des compagnies comme GE Healthcare ou Axial 3D qui se spécialisent justement dans la transformation des données acquises via MRI ou CT scan. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit slide dans une présentation, je crois que c'est peut-être la deuxième ou la troisième. Et donc, il peut fournir des fichiers pré-imprimés à des cliniques ou à des centres hospitaliers. Et je pense qu'à l'avenir, l'important vraiment pour rendre les hôpitaux indépendants dans ce type de pratique, ce sera vraiment la formation dans tout cet univers de CAD. Afin de pouvoir obtenir plus aisément des données imprimables. Car les données qu'on sort d'un MRI ou d'un CT scan en soi ne sont pas facilement exploitables. Donc voilà le diapo. Voilà les diapos. Ou alors que c'est la deuxième diapo. La deuxième. Voilà, qui explique très brièvement le procédé de fabrication de modèles anatomiques. Donc, acquisition, transformation logicielle. Donc, c'est vraiment une histoire de faire un tri dans les données qui ont été acquises via les procédés de CT ou MRI. Et après, c'est l'impression 3D. Donc, l'impression 3D, nous, on essaie de le faire vraiment au plus simple. Formula est assez reconnu pour sa facilité d'utilisation et son ergonomie. Néanmoins, il y a quand même d'autres étapes à franchir avant d'arriver à cette étape-là. Oui. L'Europe de la santé, bon, c'est encore pas tout à fait, j'allais pas dire utopique, mais presque. Comme vous diffusez dans toute l'Europe, les réglementaires sont différents en fonction des pays. Est-ce qu'il y a des pays où vous avez plus de mal que d'autres pour alors, votre matériel? on a il y a des contraintes communes à tous les pays de la communauté. Néanmoins, il est vrai que concernant notamment la production de dispositifs médicaux, certains de nos clients, quand ils adoptent un nouveau procédé comme l'impression 3D, ont des contraintes réglementaires qui ne sont pas forcément faciles à franchir. Donc,
En ce moment, il y a de nouvelles réglementations qui vont venir en place pour peut-être faciliter la création de dispositifs et l'impression 3D. Néanmoins, c'est encore un travail en cours. Donc, j'ai envie de dire, si on produit des dispositifs médicaux au sein d'un milieu hospitalier, l'hôpital peut prendre la responsabilité d'utiliser ces dispositifs et donc profiter de la technologie. Pour les producteurs de dispositifs médicaux, ils ne peuvent pas commercialiser ces dispositifs sans les bonnes certifications en place. Narcisse Giantianga, pour l'instant, donc évidemment, ce n'est pas pris en charge. Donc, ce que vous fabriquez, pour l'instant, n'est pas remboursé par l'assurance maladie, évidemment. Mettez le micro. Au milieu, en bas. Oui, excusez-moi. Voilà. Que ce soit clair, tout ce qu'on est en train de faire, ce ne sont pas des dispositifs médicaux implantables. À la rigueur, ce sont des dispositifs qu'on va utiliser comme des guides chirurgicaux. On va tout faire pour que ces fameux guides chirurgicaux ne soient jamais en contact direct avec le patient. Donc, en fait, on fait tout est stérilisé. On va mettre tout un filtre stérile pour pouvoir nous servir de guide. Mais en aucun cas, tout ce qu'on va fabriquer va être implanté dans le patient. Et à présent, je ne vois aucun hôpital qui va accepter d'assumer le rôle de fabricant de dispositifs médicaux. Ça peut passer donc, séparation, par des nouvelles thérapies innovantes, d'accord, tout ce qui est carticelle, etc. Mais dans le cadre des implants, je pense que c'est très compliqué parce que quand vous regardez en fait la législation européenne, c'est vrai qu'elle n'est pas très claire. Hein. Elle dit que tout ce qui est imprimable n'a pas besoin en fait d'avoir certaines normes puisque c'est du sur-mesure par définition. Mais en revanche, le fait d'imprimer dans un hôpital et d'implanter, ça veut dire qu'on assume après tout le reste derrière. Ça, je ne vois pas du tout un centre de soins assumer tout cela. Roman, il y a une question du public, peut-être que ça s'adresse à vous. Avez-vous réalisé une analyse de risque pour la mise en place de la ferme d'impression 3D? Je pense notamment au risque chimique, rejet de particules ultra fines. Bien sûr, en fait, le savoir-faire de la mise en place de cette impression 3D, on l'a co-développé avec Bone 3D, qui est une start-up et qui a une production elle-même de dispositifs médicaux et non médicaux. Et donc, ils avaient déjà eux-mêmes développé des protocoles de gestion de risque. Donc, on a adapté ces protocoles de gestion de risque au local et à la structure de la ferme 3D de Port-Royal. Donc, on a construit cette ferme dès le départ comme une structure qui pourrait éventuellement, dans un monde idéal, produire des dispositifs médicaux. Donc, on avait un suivi de l'eau géré par un pharmacien spécialisé de l'hôpital Cochin où on est implanté. Et puis, on avait des protocoles de gestion de risque, des protocoles de contrôle qualité avant et après stérilisation, avant et après emballage. Enfin, en gros, on a construit comme une structure de production de dispositifs médicaux, bien qu'on n'ait pas pu aller jusqu'à sa réelle certification. Et pour rebondir sur ce que a dit le professeur Zettinger, c'est effectivement très, très compliqué de mettre ça en place dans un hôpital, mais moi, j'ai pas perdu espoir de pouvoir produire au sein de la PHP des dispositifs médicaux, même en petite série. À mon avis, c'est possible. Mais c'est vrai que la barrière réglementaire est énorme. Mais on est quand même devant une technologie qui est fiable. Si on a une prise de conscience un peu générale, à la fois des autorités réglementaires, des pharmaciens qui sont vraiment des spécialistes de la production et puis des médecins qui sont les utilisateurs, ensemble, on peut y arriver à faire des choses simples en série au sein des hôpitaux, et sans parler du sur-mesure qui vraiment de toute façon devra arriver. Et juste un point qui est spécifique de la maxillofaciale, c'est qu'aujourd'hui, au sein des hôpitaux, dans ce qu'on appelle les laboratoires de prothèses, qui sont tous les services de maxillo ont des prothésistes, on produit à la chaîne des dispositifs médicaux sur mesure, on en fait tous les jours. On fait des gouttières, on fait des plaques palatines, et tout ça, c'est pas vraiment conforme au règlement européen 2017-745. Après, c'est pas de l'impression 3D, mais bon, c'est des machines. Donc, en gros, c'est juste un transfert de technologie vers quelque chose qui est en plus, qui est plus fiable et plus propre. Donc, à mon avis,
La première étape, ça va être dispositifs médicaux sur mesure produits en interne. Ça, vraiment, de manière réaliste, on va y arriver. Et puis, la deuxième étape, ça va être des petites séries de certaines choses dont on a besoin dans les hôpitaux et pour lesquelles ce sera tellement plus simple de les avoir produites sur place. Et ça, je pense que dans quelques années, dans un horizon de 5 ans, on y sera. Alors, si je peux dire quelques mots par rapport à cela, c'est vrai, on a tous des laboratoires de prothèses, sauf que les prothèses qu'on va mettre en bouche, on sait bien que la cavité buccale n'est pas du tout une zone qui est propre, entre guillemets. Hein, c'est une zone qui est septique. Là, on est en train de parler de mettre des implants vraiment à l'intérieur du corps. On ne peut pas vraiment considérer que la cavité buccale est vraiment à l'intérieur du corps, puisqu'il y a plein de microbes et on ne meurt pas de septicémie. Le problème, ça va vraiment être la législation. Est-ce qu'un hôpital pourra, après un jour, assumer si on a, je ne sais pas moi, 10 ou 15 ou 30 implants qui ont des soucis ça risque d'être compliqué. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ce sera compliqué, mais à mon avis, c'est une direction vers laquelle on peut évoluer. Par exemple, il y a des initiatives de produire des cranioplasties en PIC, qui est un plastique par impression 3D, au sein de certains groupes hospitaliers aux États-Unis. Donc, je pense que c'est possible à mettre en place. Et pour la cavité buccale, c'est sûr que c'est sceptique, mais par contre, théoriquement, pour produire un guide de coupe pour le maxillaire sur mesure, ça nécessite quand même aller à travers un processus réglementaire qui est assez complexe. Donc, à mon avis, ça va être la première étape, ça va être des choses, comme dit le professeur Zettinger, des choses qui sont, comme on dit en chirurgie, qui sont sales, qui sont au contact des muqueuses nasales, de la salive et tout ça. Et après, éventuellement, la deuxième étape, ça va être des choses plus complexes. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans 5 à 10 ans, on aura de moins en moins de dispositifs qui ne seront pas sur mesure, et une grande partie de ce qu'on va utiliser en chirurgie sera produite sur place. Dans votre ferme? Oui, mais je suis d'accord à moitié parce que dans 5 ou 10 ans, je pense qu'on sera parti sur la médecine régénérative où l'impression 3D jouera simplement le rôle de pouvoir imprimer donc l'échafaudage en fait. Hein. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais voilà, oui, c'est vrai, mais on va peut-être arriver à imprimer du tissu en 3D, en local, au sein de nos services. Ça, c'est peut-être dans 20 ans. Dernière question, évidemment, l'impression 3D, c'est la révolution. Qui dit révolution dit formation avant. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas qui va me répondre, est-ce qu'il y a un DU déjà d'impression 3D à l'université? Alors, moi, je peux dire un mot là-dessus. Il y a 3 ans, à l'Université de Paris, on a créé un DU de planification chirurgicale et de traitement d'image qui s'est pas tenu cette année à cause du Covid. Présentiel, il faut de l'encadrement assez rapproché des étudiants, c'est par petits groupes. Donc, il va reprendre, j'espère, dès la fin de la crise sanitaire. Je sais qu'il y a une initiative à Besançon, dans le service du professeur Meyer, qui est chirurgien maxillofacial aussi, de créer une formation équivalente. Et peut-être que le professeur Zettinger a aussi des informations sur le sujet. Tout à fait. Donc, Christophe Meyer a donc créé ce diplôme universitaire. Hein. C'est d'ailleurs avec un ingénieur avec lequel on a travaillé pendant quelques années, puisque je pense qu'on a à peu près le même problème avec Paris, puisque le CHU de Dijon n'a pas voulu recruter cet ingénieur pour notre maison, entre guillemets, d'innovation qu'on voulait créer. Donc, oui, donc il y a maintenant deux formations, donc celle de Paris et celle de Besançon. Et donc l'avenir, c'est aussi la collaboration entre médecins et ingénieurs? Bien sûr. L'ingénieur est rentré au bloc opératoire, je pense qu'il ne va plus ressortir. Ça fait des années déjà. On va lui faire passer la première année de médecine alors. Oui. Tout à fait. Alors, juste il y a certains pays comme les Pays-Bas qui ont des cursus où les médecins deviennent, en fait, ils choisissent une spécialité où ils deviennent ingénieurs et ils sont médecins-ingénieurs. Un peu comme on a la santé publique où ils deviennent en partie statisticiens en faisant de la santé publique. Là, il y a des cursus où ils deviennent médecins, ingénieurs biomédicaux.
Donc, j'espère qu'on va petit à petit évoluer vers ça en France aussi. Et il faut savoir que à Metz, donc à l'École nationale d'ingénieurs de Metz, il y a une filière où il y a des ingénieurs qui se spécialisent de plus en plus dans la médecine et la biomédecine. Donc, j'y vais chaque année pour donner des cours et c'est des gens qui commencent maintenant à vraiment se spécialiser. Même les thèses sont de plus en plus médicales. Très bien, je crois on a dépassé un petit peu le timing. Je voulais vous remercier. Donc, Roman Consari de Necker, Narcisse Sventienga de Dijon et Pierre Cerveau d'Allemagne. Vous êtes en Allemagne? À Berlin. À Berlin. Donc, je voulais vous remercier tous les trois. Merci, évidemment, merci Alexandre Martel de nous avoir permis de nous instruire et de nous informer aujourd'hui sur cette révolution d'impression 3D. Je te laisse la conclusion. Oui, merci beaucoup, Fabien. Merci à tous les quatre d'avoir clôturé cet événement.